Donc avant de commencer, j'ai présenté un tout petit peu mon domaine de recherche parce que je pense que beaucoup des discussions que nous avons maintenant sont vraiment dépendantes des domaines. Donc moi, je viens de l'informatique, qui est une science assez jeune, et dans l'informatique, mon domaine, qui s'appelle l'apprentissage, est encore plus jeune. Donc il y a 30 ans, il y avait presque rien. Donc on n'a pas cet historique de revue. Donc c'est une des parties de l'IA. Et il y a une traduction informatique où la grande majorité des publications se font dans les conférences. Donc les conférences sont avec un comité éditorial qui a la même... c'est aussi dur d'aller dans les conférences que dans les meilleurs journaux. Et on peut avoir une carrière entière de conférences. Étant en France et préférant le côté des articles plus conséquents, moi j'ai beaucoup de publications dans les journaux, mais beaucoup de mes collègues ne font que des conférences. Donc on a donc 2 conférences, d'accord, avec beaucoup de croissance depuis quelques années, là je reviendrai, et on a 2 journaux, pas de société savante, là je pense que c'est aussi important, car l'informatique est beaucoup dominée par ce qu'on appelle I3E, et on a la chance de ne pas vivre cela dans notre communauté. I3E, donc il y a une IEEE, qui est une société savante qui inclut beaucoup de l'informatique, a une mainmise un tout petit peu sur le domaine avec ses propres journaux et un modèle pas très très différent de Springer et compagnie. Vous n'y êtes pas. On n'y est pas, on n'y est pas. Ah, désolé. Voilà. Donc GMLA, donc, ça a été créé dans les années 2000 et un peu dans le même fonctionnement que Glossa. C'est lié à un désaccord entre le board et Clover, car l'idée était que Clover refusait que les chercheurs mettent l'article sur leur page web. Et ce qui s'est passé donc en 2000, donc sous l'impulsion de mon directeur de thèse, Michael Jordan, ils sont tous démissionnés en bloc. Donc au moins la moitié, et plutôt la bonne moitié, on va dire, sont partis. Et donc là, il y a les raisons, hein, ils appellent les raisons de leur départ. Hein, c'est vraiment le fait que les articles n'étaient pas disponibles au plus grand nombre. D'accord ? Donc là, je vous encourage à aller voir la statement sur GMLR, c'est très intéressant. Donc voilà, donc ça a été créé en 2000. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc maintenant, comment ça fonctionne ? Moi, c'est un journal classique, hein, 2 éditeurs en chef. On a une centaine de chercheurs qui font le travail. Tout le monde est bénévole, d'accord, y compris ceux qui vont être en charge des activités moins scientifiques, qui sont de mettre un peu en forme les articles. Donc là encore, c'est une spécificité de l'informatique. Nous avons peu besoin de mise en forme. D'accord, donc on est un logiciel, on utilise LaTeX pour ceux qui connaissent, et donc c'est en gros tout est déjà prêt, donc il y a peu besoin de mise en forme. Donc bon, après ça marche comme un journal classique. Les articles sont en ligne, donc c'est payé. Alors je crois que c'est hébergé par le MIT. C'était une époque par le MIT Press ou par le MIT. De toute façon, ça ne coûte rien. Le stockage nécessaire pour un journal est vraiment, ça coûte 0. D'accord, donc on s'accroche à, je crois, MIT Press pour cela. On garde le copyright. Il y a une version papier qui sort, mais je ne sais même plus si elle existe toujours. D'accord, il y a une époque où on pouvait la demander, mais je ne sais plus exactement où ça en est. Le lien ne marche pas vers version papier, j'ai regardé. Ah bah, parce qu'il n'y en a plus. Il voulait savoir combien ça coûte. Je pense qu'on n'est fait plus, justement, parce que ça n'intéresse pas grand monde, en tout cas dans notre communauté. Donc, alors comment ça marche ? Donc, je montre notre petit logiciel qui est très 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 simple, mais je suis aussi éditeur pour d'autres journaux, I3E, Springer. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus efficace. Donc, je ne sais pas comment ces éditeurs achètent leur interface, mais c'est très compliqué pour pas grand-chose. Voilà. Donc, je voulais juste le mentionner. Après, c'est côté informatique, on est d'accord d'avoir une interface texte parce que c'est facile à mettre en œuvre pour nous. Alors en termes de progression, donc là ça a commencé en 2000 avec 4 articles et on a atteint une vitesse de croisière d'une centaine. Et ça c'était avant l'explosion du domaine, donc il a beaucoup progressé depuis quelques années et on voit donc un doublement récent. Et là on voit que ça a démarré doucement, d'accord, et sous l'impulsion du board, eh bien, on a été fortement encouragé à publier ici. Donc maintenant, on a quelque chose qui fonctionne bien.
Donc en termes de succès, donc, bon, alors j'ai mis essayé de trouver des métriques, ce qui n'est pas évident, mais en gros la vraie métrique c'est la renommée. Ah pardon, c'est la renommée, donc ce qui est assez subjectif, mais je pense que toute la communauté est prête à dire que le journal précédent maintenant est zombie. Je pense que c'est une bonne manière de voir, et que JMLR a vraiment récupéré l'intégralité de tout ça. D'accord. Donc maintenant moi, je n'ai jamais publié de ma vie au précédent, et je ne le ferai jamais. J'ai eu reviewé pendant un moment, mais je ne le fais plus non plus. Voilà, donc, bon, la qualité, après, bon, c'est vrai que maintenant, ils ont des articles mauvais. Et il y a eu toujours, après, quelques ambitieux qui sont restés. Donc ça, je pense que ça, c'est... et alors, pour ma part, ces gens-là, je sais qui c'est. D'accord. Donc, voilà. Oui, non, mais je pense que c'est important que ceux qui restent, parce que, finalement... C'est chic d'être éditeur en chef d'un journal Kluwer qui a une histoire, qui a 30 ans. C'est chic. Après, c'est très court-termiste à mon sens. Mais bon, c'est un problème. Donc, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer? Donc, le gros enseignement, et je pense que c'est vrai pour Glossa aussi, c'est la cohésion de la communauté de la recherche. Alors, il y a eu une démission en bloc suffisamment importante pour que les gens, pour que ça fonctionne. Donc je dis attention aux sociétés savantes, car il y a du côté vision artificielle qui est assez proche. Ça se passe un tout petit peu moins bien, c'est plus compliqué, car il y a la présence de ce IEEE qui change un petit peu les choses. Un autre point qui nous a beaucoup aidé, c'est la nécessité, quand on a soit un financement versé, ou même pour l'INRIA, d'avoir tout en open access. Donc quand on est à l'INRIA, donc Institut de recherche en informatique en France, on est obligé de tout mettre sur HAL. D'accord. Donc ça veut dire qu'on ne peut publier que dans les journaux qui autorisent une mise sur HAL, qui est en gros presque tous, mais en tout cas dans notre communauté, c'est quelque chose qui est indispensable. Alors enfin, après, donc là, je pense aussi très propre à l'informatique, tous les articles sont en ligne. D'accord. Il n'y a pas un article publié récemment qui ne l'est pas. Il y a plusieurs raisons. C'est que les conférences ont aussi ce même modèle d'open access. Maintenant, toutes les grandes conférences du domaine, c'est gratuit en ligne. C'est même plus imprimé. Avant, dans les conférences, on partait avec un gros bouquin. Après, un CD-ROM. Maintenant, rien. On repart avec rien du tout. Tout est disponible en ligne. Et enfin, tout est facilement accessible par les moteurs de recherche. Et j'ai mis la voie obscure. Personne n'en a parlé. Mais moi, j'ai fait ma thèse aux États-Unis, où quand on est à Berkeley, c'était en l'occurrence, on a accès à tous les journaux. Okay, on va à la bibliothèque, on clique, on a accès. Quand on est en France, c'est terminé. D'accord. Même dans les plus grandes universités françaises, il manque des petits bouts. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe quand il manque des petits bouts? D'accord. Donc avant, moi je passais par mes petits copains qui étaient à Berkeley, où j'ai accédé grâce à leur accès. Maintenant, il y a des voies plus obscures que pas, comme je suis filmé, je ne peux pas le dire, sinon il y aura un éclair qui va arriver directement de ma direction. Mais ça fonctionne très très bien. D'accord. Donc ces sites créés par le Kazakhstan, par une dame très courageuse, eh bien, ça fonctionne très très bien. D'accord. Sci-Hub, ça permet d'accéder à tout de manière plus directe. D'accord. C'est même mieux fait que le site d'Elsevier, car à la fin, on peut enregistrer l'article avec premier auteur, année, par opposition à un nom de code très compliqué. Donc ils ont fait un travail même meilleur que les éditeurs. Comme vous voyez, c'est possible. Et donc je pense que là, le message, c'est qu'à du côté informatique, si ce n'est pas open access, ça sera contourné, tout simplement. D'accord. Et en aucun cas, pour vous dire, j'ai démissionné du board d'une revue IEEE parce que j'ai vu le prix de l'open access. C'était 2500 €. Et je trouvais ça mais totalement délirant qu'on puisse même le proposer aux auteurs de payer 2000 €. Et comme ça a été dit, on paye 2 fois dans ce cas-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu énervé. Donc pour le conclure sur quelque chose de positif, je pense que ça a fonctionné parce qu'il y avait une cohérence de la communauté. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et je rejoins ce qui a été dit sur l'évaluation. Pour l'évaluation, un article dans le JMLR, ça compte plus que l'article dans la revue précédente. Et ça a marché tout de suite. Après, toutes ces revues open access qui sont créées, s'il n'y a pas le déshabillage de la revue précédente, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Merci de votre attention.